Histoire de Patrick. Je suis rentré chez moi vers 18h le mercredi, mes muscles endoloris par l'heure et demie supplémentaire que j'avais passé au travail pour terminer le travail de câblage que mon superviseur Wayne m'avait confié ce matin-là. C'était un travail difficile, mais j'étais fier de l'avoir terminé presque une demi-journée avant l'échéance, malgré le fait que je me sois donné du mal toute la journée. Avec Glenda absente pour son séminaire de 3 jours à Columbus, j'avais pu vraiment me concentrer et aller jusqu'au bout. En entrant dans la maison silencieuse, j'ai jeté mes clés sur le comptoir de la cuisine et je me suis dirigé droit vers le frigo, impatient de boire une bière bien fraîche pour apaiser ma gorge desséchée. En ouvrant la bouteille et en prenant cette première gorgée rafraîchissante, mes yeux se sont posés sur les billets pour notre croisière de printemps, exposés de manière bien visible dans la vitrine. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres alors que j'imaginais me prélasser sur le pont ensoleillé avec Glenda, libéré du travail et des responsabilités pendant une semaine de bonheur. J'attendais ce voyage avec impatience depuis des mois. Jetant un coup d'œil à l'horloge, j'ai réalisé que je n'avais pas eu de nouvelles de Glenda depuis son départ ce matin-là. Habituellement, elle m'appelait ou m'envoyait un SMS pour me dire qu'elle était bien arrivée. Pensant lui donner des nouvelles, j'ai attrapé le téléphone sans fil et composé son numéro de portable, m'installant à la table de la cuisine pendant que ça sonnait. Elle a décroché au deuxième appel. « Patrick, j'étais sur le point de t'appeler. » Sa voix était joyeuse mais j'ai détecté une pointe d'autre chose. Soulagement? Nervosité? Je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus. Tu sais que j'ai toujours su lire dans tes pensées, chérie, ai-je plaisanté. Je suppose que tu es bien arrivé là-bas? Comment était la circulation? Dis-moi que ta voiture n'est pas tombée en morceaux sur l'autoroute. Je pouvais l'imaginer roulant des yeux à cause de mes taquineries douces sur ses compétences en conduite. Si j'avais été là en personne, elle aurait probablement tiré la langue comme une enfant boudeuse. L'image mentale m'a fait sourire. La circulation était fluide, sache-le, a-t-elle répondu sur un ton faussement indigné. Grâce à la carte que tu as imprimée pour moi, j'ai trouvé le Sheraton sans faire une seule erreur de trajet. Tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour toi, chérie. Rien n'est trop beau pour ma Glenda. Je le pensais sincèrement. Cette femme était mon univers. Il y eut une légère pause à l'autre bout du fil. En fait, je suis plutôt contente que tu sois restée à la maison au lieu de venir avec moi comme on en avait parlé, dit lentement Glenda. Je pense que ça sera bien pour moi de me concentrer pleinement sur le contenu du séminaire, tu vois? On aura tout le temps de qualité ensemble lors de la croisière. Ces paroles m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. J'avais proposé de prendre congé pour l'accompagner, mais elle avait fermement rejeté l'idée, insistant pour que je reste à la maison. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Mais maintenant, un sentiment de malaise remuait en moi. Quelque chose n'allait pas avec Glenda ces derniers temps, bien que je ne puisse pas vraiment articuler ce que c'était. Mettant de côté mes doutes, j'ai forcé un rire. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je serai sage et je veillerai sur la maison. Mais tu ferais mieux de croire que je vais te chouchouter à fond lors de cette croisière. J'espère que tu es prête à être gâtée. Glenda rit, le son apaisant un peu mes inquiétudes. Nous avons discuté pendant quelques minutes de nos journées avant qu'un bip sonore n'interrompe notre appel, sa deuxième ligne. C'est probablement la réception, soupira-t-elle. Je dois descendre au lobby pour terminer l'enregistrement. Je t'appellerai demain? D'accord. Je t'aime, bébé. Moi aussi je t'aime. Au revoir. En raccrochant, j'ai essayé d'ignorer le sentiment de malaise qui m'avait envahi pendant notre conversation. Glenda agissait étrangement depuis un certain temps maintenant, travaillant tard plus souvent, étant évasive sur la façon dont elle passait son temps, se détachant émotionnellement et physiquement de moi. J'avais attribué cela au stress au travail, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. En secouant la tête, j'ai attrapé une autre bière dans le frigo et me suis installé devant la télé, espérant calmer mes pensées agitées avec un divertissement sans réflexion. Mais en zappant, mon esprit ne cessait de revenir à Glenda et à la distance que je sentais grandir entre nous. Au moment où je me suis finalement dirigé vers le lit des heures plus tard, je n'étais pas plus proche de déchiffrer ce que tout cela signifiait.
En montant les escaliers jusqu'à notre chambre, les yeux lourds de fatigue, j'ai aperçu le sac de voyage de Glenda posé sur la commode. Elle avait dû oublier de le ranger dans sa hâte de partir ce matin. Je me suis approché et l'ai ramassé, ayant l'intention de le déplacer dans le placard où il devait être, quand quelque chose d'autre a attiré mon attention, le journal de Glenda, qui dépassait dessous le sac. Je me suis arrêté, la main en suspension au-dessus du petit livre rouge en cuir. En 8 ans de mariage, je n'avais aperçu le journal de Glenda qu'à quelques reprises. Elle en était farouchement protectrice, le gardant toujours caché et me faisant clairement comprendre que son contenu m'était strictement interdit. Au début de notre relation, j'avais une fois demandé en plaisantant à le lire, mais le regard qu'elle m'avait lancé en réponse avait rapidement mis fin à toute autre tentative. Depuis lors, j'avais respecté sa vie privée et n'avais jamais abordé le sujet à nouveau. Mais maintenant, en le voyant là devant moi, j'ai ressenti une puissante envie de l'ouvrir et de découvrir les secrets qu'il renfermait. Je savais que c'était mal, une violation de la confiance de Glenda. Mais le sentiment lancinant qu'il y avait quelque chose qui clochait dans notre mariage, associé à l'étrange appel téléphonique plus tôt, rendait la tentation difficile à résister. Avant que je puisse me raisonner, j'ai attrapé le journal et suis retourné en bas, dans la cuisine brillamment éclairée. M'installant sur une chaise à la table, j'ai examiné le livre de plus près. La couverture était douce et usée, les pages légèrement jaunies par le temps. Un petit cadenas en laiton le maintenait fermé, mais je pouvais voir que seulement environ un tiers des pages montraient des signes d'utilisation. Il était impossible que ce seul volume contienne 8 ans d'écrit. La curiosité prenant le dessus, j'ai décidé de voir si je pouvais trouver la clé. Je doutais que Glenda la garde au même endroit que le journal lui-même, mais je me suis dit que notre chambre était aussi bon endroit que tout autre pour commencer à chercher. Repartant à l'étage, j'ai fouillé dans sa table de nuit et ses tiroirs de commode, me sentant de plus en plus coupable à chaque seconde qui passait. J'étais sur le point d'abandonner quand une petite boîte non marquée sur l'étagère du haut de son placard a attiré mon regard. En la descendant, je l'ai ouverte pour y trouver une pile de journaux intimes en cuir rouge identiques, chacun portant un autocollant numéroté sur le dos. Celui que j'avais en main n'avait pas d'étiquette, mais les autres étaient numérotés de 1 à 6. Mon cœur battait la chamade alors que je portais la boîte en bas et la posais sur la table de la cuisine à côté du volume actuel. Un rapide examen des journaux a révélé qu'ils étaient tous sécurisés avec le même type de serrure, et un coup d'œil à la 4e de couverture a montré qu'ils avaient été achetés chez Koon, un magasin spécialisé en centre-ville. Une idée se formant, j'ai attrapé l'annuaire et rapidement localisé le numéro du magasin. Il approchait de 20h35, mais je savais que de nombreux magasins du centre-ville restaient ouverts tard le mercredi soir. J'ai composé le numéro et attendu qu'il sonne une fois, 2 fois. Au 3e appel, une voix féminine agréable a répondu. « Bonsoir, magasin spécialisé Koon. Comment puis-je vous aider ce soir ? Salut, j'espérais que vous pourriez m'aider avec quelque chose, ai-je dit, essayant de garder ma voix décontractée. Je suis intéressé par l'achat d'un journal en cadeau pour ma femme. C'est un en cuir rouge, d'environ 6 par 8 pouces. Je pense qu'elle a peut-être acheté le sien dans votre magasin. Laissez-moi vérifier notre liste d'inventaire, a répondu la femme. J'entendais le léger claquement des touches d'ordinateur en arrière-plan. Oui, il semble que nous en ayons 2 en stock pour le moment. Voulez-vous que j'en mette un de côté pour vous ? J'ai hésité, jetant un coup d'œil à la pile de journaux sur la table. En fait, je me demandais si vous vendiez les serrures et les clés séparément. Je veux m'assurer d'en obtenir une qui corresponde à la sienne. En fait, nous vendons les serrures et les clés individuellement, a-t-elle confirmé. Ce sont des modèles standards, donc n'importe laquelle de nos clés devrait fonctionner avec les journaux. Bingo! C'est génial, ai-je dit, ressentant un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. Je peux être là dans environ 25 minutes. Serez-vous toujours ouvert ? Nos portes restent ouvertes jusqu'à 21h ce soir, m'a-t-elle assuré. Parfait. J'arrive. Plus petit que Speak, plus grand que merci beaucoup pour votre aide. Plus petit que Break Time égale 2S. Plus grand que plus petit que Speak, plus grand que.
En raccrochant le téléphone, je savais que je franchissais une limite. Ce que j'étais sur le point de faire allait à l'encontre de tout en quoi je croyais en matière d'honnêteté et de confiance dans un mariage. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que Glenda me cachait quelque chose d'important. Et si son journal détenait les réponses, je devais savoir ce qu'elles étaient. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille, jeté un dernier regard à la boîte de journaux intimes qui m'attendait sur la table de la cuisine, et je me suis dirigé vers la nuit. Je ne savais pas encore que les secrets que j'allais découvrir allaient bouleverser mon monde et me mettre sur un chemin d'où il n'y aurait pas de retour. Mon esprit s'emballait alors que je naviguais dans les rues familières du centre-ville, mes jointures blanches alors que je serrais le volant. Que faisais-je? Étais-je vraiment prêt à violer la vie privée de ma femme, à trahir sa confiance, au cas où son journal détiendrait un indice sur son comportement récent? Mais même si le doute s'insinuait, je ne pouvais pas chasser le souvenir de l'étrange appel téléphonique, de la distance que je sentais grandir entre nous. Quelque chose n'allait pas, et si Glenda ne voulait pas m'en parler directement, c'était mon seul moyen d'obtenir des réponses. Je me suis garé sur une place de parking devant Coon juste au moment où l'horloge du tableau de bord passait à 20h57. Le magasin était calme lorsque j'y suis entré, le doux tintement de la cloche au-dessus de la porte étant le seul bruit. La même femme à la voix agréable avec qui j'avais parlé au téléphone m'a accueilli derrière le comptoir. Bienvenue à Coon. Comment puis-je vous aider ce soir? Son sourire était chaleureux et sincère, et pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de honte pour ce que j'étais sur le point de faire. Bonjour, j'ai appelé il y a peu de temps pour acheter un journal et un cadenas, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je crois que vous avez dit en avoir quelques-uns en stock? Ah oui, bien sûr. Suivez-moi. Elle m'a conduit vers une vitrine à l'arrière du magasin où une série de livres reliés en cuir de différentes couleurs et tailles étaient disposés sur une étagère. Elle en a retiré un rouge de la pile et me l'a tendu. Est-ce le style que vous recherchiez? J'ai acquiescé en prenant le journal. Il était identique à ceux qui m'attendaient sur ma table de cuisine. Oui, c'est parfait. Et vous avez dit que vous vendez les cadenas et les clés séparément? C'est exact. Laissez-moi vous en chercher un. Elle a disparu dans une pièce à l'arrière, réapparaissant un instant plus tard avec un petit cadenas en laiton et une clé. Voilà. Les cadenas sont tous standards, donc cette clé devrait fonctionner avec n'importe lequel des journaux de ce style. J'ai retourné la clé dans ma main, surpris par sa petitesse et sa délicatesse. Elle semblait à peine suffisante pour protéger les pensées et les sentiments les plus intimes d'une personne. Je me demandais si Glenda avait une clé similaire cachée quelque part, ou si elle la gardait toujours avec elle. La vendeuse a enregistré mon achat, et j'ai tendu ma carte de crédit, grimaçant légèrement devant le total de 60 $. Un petit prix à payer pour la vérité, me suis-je dit en griffonnant ma signature sur le reçu. En marchant vers ma voiture, le journal et la clé bien rangés dans un sac à mes côtés, j'ai essayé d'imaginer la réaction de Glenda si elle savait ce que je faisais. Serait-elle en colère? Blessée? Comprendrait-elle que j'essayais seulement d'aider, de sauver notre mariage de ce qui s'était interposé entre nous? Je me suis remémoré le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, au lycée. J'étais un élève de seconde maigrelet, avec des membres dégingandés et des angles maladroits. Elle était une élève de terminale confiante, belle et brillante, bien au-dessus de ma ligue. Mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, elle avait vu quelque chose en moi, et nous avions commencé une amitié hésitante qui a évolué en quelque chose de plus. Nous avons brièvement fréquenté, mais après l'obtention de notre diplôme, nos chemins ont divergé. J'ai suivi un programme d'apprentissage pour devenir électricien, tandis qu'elle est partie à l'université avec une bourse académique complète. Je pensais que c'était la fin, que je ne la reverrais jamais. Mais le destin en avait décidé autrement. 4 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés au mariage d'un ami commun. L'étincelle entre nous était immédiate et indéniable. Nous avons recommencé à sortir ensemble, et en moins d'1 an, nous étions fiancés. Je n'arrivais toujours pas à croire que cette femme incroyable m'avait choisi, mais je savais que je passerais le reste de ma vie à essayer d'être digne de son amour. Et j'avais essayé, Dieu sait que j'avais essayé.
J'ai travaillé dur pour subvenir à nos besoins, pour construire une vie stable et confortable ensemble. Lorsque Glenda a décroché son emploi de rêve en tant que professeur de sociologie, j'étais ravi pour elle, même si cela signifiait de longues heures et de fréquentes soirées tardives au bureau. Je comprenais qu'elle était passionnée par son travail, qu'il la comblait d'une manière que le simple fait d'être femme au foyer ne pouvait pas. Je la soutenais, l'encourageais, faisais tout ce que je pouvais pour lui montrer que j'étais fier d'être son mari. Mais quelque part en chemin, quelque chose avait changé. Les longues heures se sont transformées en voyages de nuit pour des conférences et des séminaires. L'éclat dans ses yeux lorsqu'elle parlait de son travail s'est estompé lorsque notre conversation tournait autour de notre mariage, de notre avenir. Elle a commencé à s'éloigner de moi, à trouver des excuses pour éviter l'intimité physique, pour passer du temps seule. Au début, j'ai attribué cela au stress, aux exigences de son nouveau rôle de jeune membre du corps professoral. Mais à mesure que les semaines se sont transformées en mois, je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment qu'il se passait quelque chose de plus. Et maintenant, avec la découverte de ces journaux intimes, j'avais enfin l'occasion de découvrir ce que c'était. En arrivant dans l'allée de notre modeste maison à 2 étages, j'ai pris une grande inspiration, me préparant à affronter ce qui m'attendait. Je savais qu'une fois que j'aurais ouvert ce premier journal, il n'y aurait pas de retour en arrière. Quels que soient les secrets que Glenda me cachait, j'étais sur le point de les découvrir. De retour chez moi, je me suis assis à notre table de cuisine, entouré des chroniques de notre vie, et j'ai contemplé la rupture de confiance que j'étais sur le point de commettre en fouillant dans ses pensées les plus intimes. J'ai pris son dernier journal, en jouant avec la clé mal ajustée. À ma surprise, elle s'est glissée facilement dans la serrure, les pages s'ouvrant devant moi. J'ai rapidement feuilleté les entrées les plus récentes d'hier. L'écriture habituellement impeccable de Glenda semblait légèrement tremblante sur la page. En me déplaçant vers l'évier de la cuisine, j'ai machinalement pressé ma canette de soda, la faisant déborder sur moi. Finalement, remarquant le désordre, je me suis nettoyé et je suis allé au salon, posant les journaux sur la table d'appoint. En allumant la lampe, je me suis installé dans mon fauteuil avec le 7e journal, impatient de découvrir la vérité derrière ma perception brisée de ma femme et de notre vie ensemble. Au lieu de lire à l'envers, j'ai opté pour l'ordre chronologique, espérant des réponses. Tenté de la confronter à l'hôtel, j'ai écarté l'idée, craignant une bataille perdue ou une crise émotionnelle. La première page, datée du début de juin, marquait le début de ma recherche de indices dans le journal de Glenda. Malgré le bonheur trouvé dans sa vie, sa carrière et son mariage, aucune des entrées estivales n'éclairait la révélation choquante de la dernière page. Cependant, début septembre, j'ai trouvé une entrée cruciale qui laissait entrevoir les réponses que je cherchais, me poussant à la relire 2 fois. Le 8 septembre, Glenda écrivit avoir rencontré son nouvel assistant pédagogique, Anthony Romano, le décrivant comme légèrement plus grand avec des cheveux noirs, des yeux sombres et une barbe courte. Elle a noté ses qualifications impressionnantes. J'ai cherché dans le journal d'autres mentions d'Anthony, mais je n'ai rien trouvé dans les entrées suivantes. Glenda semblait satisfaite mais légèrement anxieuse à l'idée de gérer une grande classe avec plus de 100 élèves. Le 15 septembre, Glenda écrivit qu'Anthony l'aidait dans sa grande classe, répondant aux questions des élèves pendant qu'elle préparait les supports de cours. Elle remarqua que ses étudiantes semblaient l'apprécier, le comparant à Leonardo DiCaprio. En continuant ma lecture, les mentions d'Anthony Romano devinrent de plus en plus fréquentes, ce qui m'incita à scruter les passages de plus près. Le 20 septembre, Glenda nota que les cours se déroulaient normalement, quelques étudiants abandonnant en raison des difficultés. Elle observa Anthony la regarder pendant les cours depuis le premier rang et prévoyait de lui donner plus de travail. Le 24 septembre, Glenda mentionna travailler sur un devoir de lecture lorsqu'Anthony lui rendit visite à son bureau, l'aidant efficacement dans sa tâche. Elle exprima également son intention de discuter de projets futurs concernant les enfants avec moi, marquant ainsi la première mention de ce sujet. À la fin du mois de septembre, Glenda remarqua l'attention persistante d'Anthony pendant les cours malgré son regard désapprobateur. Les étudiantes s'approchaient de lui pour poser des questions,
montrant plus d'intérêt pour lui que pour elle. Malgré cela, Glenda était satisfaite des progrès de ses étudiantes et de la pression qu'elle ressentait en tant que professeure titulaire. Bien que les entrées suivantes ne mentionnaient plus Anthony, Glenda restait optimiste quant à ses cours et exprimait son désir de discuter de projets familiaux avec moi après sa première année en tant que professeur titulaire, prévoyant de commencer à essayer de concevoir à la fin de l'année scolaire. Le 8 octobre, Glenda partagea avec enthousiasme avec Anthony sa décision de fonder une famille avec moi après le semestre de printemps. Sa réaction encourageante entraîna une étreinte inattendue dans son bureau, bien qu'elle lui rappelât doucement leur environnement. Le 10 octobre, Glenda se sentit mal à l'aise lorsqu'Anthony ferma la porte de son bureau lors d'une visite, mais il obéit lorsqu'elle lui demanda de l'ouvrir. Son bref séjour la laissa se questionner sur ses intentions. Le 11 octobre, Anthony revint pour aider Glenda, exprimant une préférence pour les femmes matures et s'excusant d'avoir fermé la porte la veille. Le 13 octobre, Glenda anticipait la visite d'Anthony à son bureau, mais se sentit déçue lorsqu'il ne se présenta pas. Elle voulait discuter davantage de son intérêt pour les femmes mûres. Le 15 octobre, malgré l'espoir qu'Anthony reste après le départ des étudiants de son bureau, il est parti avant qu'elle ne puisse engager une conversation plus approfondie. Le 16 octobre, Glenda a enfin parlé à Anthony, qui a exprimé une préférence pour les femmes mûres en se basant sur ses expériences passées. Elle n'a pas réussi à affirmer ses limites et regrette de ne pas avoir condamné son comportement. Maintenant, elle est hantée par cette rencontre. J'ai trouvé cette entrée troublante, réalisant que Glenda n'a pas réagi comme je m'y attendais. J'ai laissé le journal ouvert et suis allé chercher une nouvelle canette de soda avant de revenir pour en savoir plus sur la situation avec Anthony. Le 20 octobre, juste avant de quitter le travail, Anthony est entré de manière inattendue dans le bureau de Glenda, ignorant sa demande de laisser la porte ouverte. Il lui a avoué qu'il pensait constamment à elle et a demandé un baiser plus long, prétendant que c'était pour son anniversaire. Glenda s'est sentie mal à l'aise mais a accepté de s'en débarrasser. Plus tard, elle a réalisé que son anniversaire était en juillet, se sentant trompée mais en riant. Elle s'inquiète de ses intentions et décide d'être prudente en sa présence. Dans les entrées suivantes, Anthony est absent alors que Glenda se concentre sur la correction des tests et des essais. Je trouve étrange qu'Anthony n'ait pas participé, mais le journal n'offre aucune explication. Le 30 octobre, Glenda a écrit qu'il s'était passé quelque chose de difficile ce jour-là qu'elle peinait à exprimer. Anthony est entré dans son bureau, a fermé la porte derrière lui et l'a attiré vers lui sans lui laisser la possibilité de protester. Elle se sentait honteuse de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Lorsqu'elle l'a finalement repoussé, il a insisté en disant qu'elle avait apprécié. Elle lui a demandé de partir, mais il s'est contenté de sourire en disant qu'il la verrait demain. Elle a du mal à gérer la situation avec Anthony. Elle se sent piégée et ne sait pas si elle doit se confier à moi. Pire, elle n'arrive pas à chasser les pensées d'Anthony de son esprit. En relisant l'entrée à plusieurs reprises, j'ai réalisé que j'étais rempli d'une colère que je ne connaissais pas. Le 2 novembre, Glenda a écrit qu'elle avait enfin cessé de s'inquiéter que je remarque quelque chose d'inhabituel. La première nuit a été difficile, mais apparemment je n'ai rien soupçonné malgré son anxiété. Cela lui a fait réaliser à quel point il est facile de me cacher des secrets. Le 6 novembre, cela faisait des jours que Glenda n'était pas seule avec Anthony. Même en cours, il la fixe toujours, ce qui la met mal à l'aise. Elle se demande comment elle réagira s'il vient à son bureau à nouveau. Le 8 novembre, Anthony a rendu visite au bureau de Glenda, mais d'autres personnes étaient présentes. Il l'a embrassée rapidement avant de partir, ce qui l'a mise mal à l'aise. Malgré cela, elle envisage d'assister à une série de séminaires à Columbus après le Nouvel An. Le 9 novembre, Glenda a écrit que la veille était une autre journée difficile à raconter. Le comportement d'Anthony continue de la troubler, et elle commence à s'inquiéter de la façon dont tout cela se déroulera si elle ne le confronte pas bientôt. Malgré ses efforts pour se concentrer sur le travail, Anthony a réussi à entrer dans son bureau sans être remarqué. Lorsqu'il a tenté de l'embrasser, elle a hésité avant de céder momentanément. Reprenant le contrôle,
Elle l'a repoussé et s'est retirée dans la salle de bain, submergée par la culpabilité et la peur de ma réaction si jamais je découvrais. Anthony, sans remords, est parti après avoir exprimé le désir d'une répétition. Bien que contrariée, elle a réussi à se composer avant que je rentre à la maison, masquant sa détresse alors que nous conversions tout au long de la soirée. Bouillonnant de colère, j'ai passé en revue à plusieurs reprises l'incident avec Anthony de la journée. Malgré cela, j'ai remarqué une absence notable de mentions concernant Anthony ou leur relation dans le journal de Glenda pour la semaine suivante, ce qui m'a quelque peu soulagé. Le 17 novembre, Glenda a écrit qu'elle était aux prises avec une situation confuse. L'influence d'Anthony sur elle est plus forte qu'elle ne l'avait anticipé. Elle ne parvient pas à savoir si c'est son attitude ou sa propre vulnérabilité, mais elle se sent impuissante en sa présence. Cet après-midi-là, elle l'a confronté à propos de leur rencontre précédente, soulignant l'inadéquation de leur lien étant donné son statut matrimonial vis-à-vis de moi et de sa position professionnelle. Malgré sa fermeté, il a manifesté un comportement troublant, suggérant de verrouiller la porte du bureau et l'invitant à le rejoindre sur le canapé. Elle ne peut expliquer pourquoi elle a accepté. Ils ont franchi une ligne dangereuse, et elle est déchirée entre vouloir le renvoyer de son poste et justifier leurs actions. Elle écrit qu'elle ne pourra jamais me confesser, et elle est soulagée que leurs indiscrétions restent cachées, protégées par l'intimité de son bureau. Elle espère retrouver son calme avant de rentrer chez elle. Je suis troublé par la situation qui s'aggrave. Je décide de relire attentivement les journaux de Glenda pour mieux la comprendre. J'ai relu 2 pages une fois de plus, puis j'ai levé les yeux pour constater qu'il était déjà 2 heures du matin. Malgré le fait de savoir qu'il restait de nombreuses pages, je ne pouvais pas poser le livre. J'ai laissé un message au travail, indiquant que je serais indisponible le lendemain en raison de problèmes personnels. Ma vie a irrémédiablement changé, laissant derrière moi l'amour et les aspirations, remplacés par un vide profond et une colère croissante. En buvant le dernier soda dans la salle de bain, je suis retourné au journal dans le salon. Insensible à la caféine, mon esprit s'agitait, luttant avec le poids de ce que j'avais lu. Jetant un coup d'œil à ma montre, j'ai été étonné de constater qu'il y a seulement 8 heures, j'avais conversé avec Glenda, mes soupçons n'ayant pas encore émergé. Le 22 novembre, Anthony est passé au bureau de Glenda, mais elle a maintenu ses distances, gardant le bureau entre eux. Son comportement était approprié. Il n'a pas intrusé ou tenté de verrouiller la porte. Sa culpabilité l'a empêché de s'impliquer davantage avec lui. Elle a senti qu'il reconnaissait sa détermination à maintenir des limites, espérant les respecter dans les jours à venir. L'humeur de Glenda était joyeuse alors que le semestre touchait à sa fin. Le 23 novembre, elle m'a informé des séminaires, et j'ai été compréhensif, offrant même de l'accompagner. Elle a dit qu'elle allait considérer ma proposition. Il semble que leur dynamique ait beaucoup changé entre le 23 novembre et la mi-décembre. Le 25 novembre, Anthony a rendu visite au bureau de Glenda, exprimant le désir de visiter notre maison. Elle a catégoriquement refusé, soulignant que ce n'était pas une option. Il a demandé où j'étais, suggérant une visite à sa résidence à la place. Glenda a rejeté l'idée et a réaffirmé sa position. Malgré son insistance, il est resté relativement normal dans son comportement, exprimant de l'intérêt pour les séminaires, malgré leur statut réservé au corps professoral. Glenda a écrit que le 30 novembre pesait lourd sur elle. Elle a dit que c'était un jour difficile à raconter. Elle se sent complètement perdue. Le sommeil lui échappait, et apparemment j'ai ressenti sa détresse. Elle souhaiterait pouvoir se confier à moi, mais les mots lui échappent. Anthony hante ses rêves, bien qu'elle n'éprouve aucune affection pour lui. Elle est tourmentée par les souvenirs de leur rencontre, se demandant pourquoi elle n'a pas su résister. Elle est restée là alors qu'il fermait la porte à clé, incapable de protester, bien que son esprit lui criait d'arrêter. Après son départ, les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle s'habillait, consumée par le regret. Glenda a passé la journée enfermée dans son bureau, luttant avec ses pensées, envisageant une thérapie. Malgré les remords évidents de Glenda, je ne peux pas comprendre ses actions, qui vont à l'encontre de son caractère habituel.
Alors que je plonge plus profondément dans son journal, mon humeur s'assombrit, perturbant ceux qui me connaissent bien. Le 3 décembre, Anthony a intercepté Glenda dans le couloir, l'incitant à reconsidérer de le rencontrer dans sa maison partagée. Il désirait de la proximité dans un vrai lit, mais elle a fermement refusé, soulignant le risque pour son mariage avec moi et sa carrière. Imperturbable, il a proposé de l'accompagner au séminaire de janvier, allant jusqu'à offrir de couvrir ses dépenses s'ils passaient des nuits ensemble. Elle a repoussé ses avances, mais sa suggestion restait dans son esprit. Glenda remettait en question sa propre faiblesse. Bouillonnant de colère, j'ai pris une pause pour me calmer. J'ai résisté à l'envie de boire, préférant la clarté à la place. Bien que j'étais sûr de mes prochaines étapes, je savais que j'avais besoin d'un plan solide. En retournant dans le salon, j'ai repris la lecture de son journal. Le 7 décembre, Anthony a brièvement rendu visite au bureau de Glenda pour lui dire au revoir avant son voyage de Noël après son examen le lendemain. Il a demandé s'il pouvait revenir plus tôt pour le séminaire, suggérant qu'elle pourrait l'utiliser comme une distraction. Elle a repoussé sa décision, lui demandant de rappeler dans quelques jours. Le lendemain, le 8 décembre, Glenda m'a trompé, me convainquant de rester à la maison pendant qu'elle assistait à un séminaire, proposant une croisière comme diversion. Malgré ma réticence, j'ai finalement cédé. Elle se sent coupable de m'avoir trompé. Bien qu'elle n'ait pas encore décidé d'emmener Anthony, elle y réfléchit, se remémorant leur précédente rencontre dans son bureau. Malgré son bonheur avec moi, elle entretient inexplicablement des pensées pour Anthony, appréciant son expérience. Elle attend son appel, se demandant s'il persistera ou abandonnera. Le 12 décembre, Anthony a appelé Glenda, réitérant son désir de la rejoindre à Columbus. Il a proposé de réserver des chambres contiguës, suggérant qu'elle le présente comme son frère. Il prévoit de confirmer le lendemain et de couvrir les frais de chambre. Maintenant, elle est confrontée à la décision de me trahir consciemment. 2 jours plus tard, le 14 décembre, Anthony a rappelé, exprimant son excitation pour leur prochain séjour au Sheraton. Glenda a fait la réservation à contre-cœur, se sentant coupable. Il part après le semestre de printemps, n'étant plus assistant. Elle espère pouvoir résister à la tentation. Anthony a un certain charme qui l'intrigue comme personne d'autre. Elle craint que je découvre cela, sachant que cela me dévasterait. Le 28 décembre, Anthony a appelé Glenda à la maison en utilisant un nom de code au cas où je répondrais. Il a confirmé leur plan pour le réveillon du Nouvel An, et elle a accepté à contre-cœur. Au fond d'elle, elle ressentait aussi de l'excitation. Elle espérait que cette rencontre mettrait enfin un terme à leur liaison. Il me fallait travailler, lui donnant ainsi l'occasion d'organiser le voyage. Bien qu'elle n'ait jamais passé de nuit consécutive avec le même homme avant de m'épouser, Glenda a décidé d'accepter la proposition d'Anthony, espérant que cela perturberait ses sentiments. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était presque 5 heures du matin. J'étais sur le point de terminer les journaux intimes de Glenda, mais j'étais déterminé à tous les lire, malgré le fait de savoir qu'elle n'avait pas encore trompé. J'avais besoin de certitude. Avec des tâches à accomplir, j'ai laissé la dernière page non lue, optant pour un café. Je pourrais me reposer plus tard. Le 3 janvier, Glenda écrivit que le lendemain était le grand jour. Elle partait pour 3 jours de séminaire et de nuit avec Anthony. Elle irait le chercher avant de quitter la ville et le déposerait ensuite. Heureusement, je n'ai pas insisté pour me joindre. Glenda a obtenu une carte pour s'assurer de trouver son chemin. Elle a découvert un Victoria's Secret à proximité, prévoyant d'acheter des tenues à porter avec Anthony. Elle est mal à l'aise à ce sujet mais prévoit de les laver avant de me revoir. Glenda a oublié de rappeler à Anthony les contraceptifs, mais ils peuvent s'arrêter à la pharmacie pour acheter des pilules avant de s'enregistrer. Elle est étonnamment excitée, bien qu'elle s'inquiète du fait qu'Anthony attende des choses nouvelles. Elle réservera toutes les nouvelles expériences pour leur croisière, la présentant comme une aventure. Glenda a commencé à faire ses bagages en espérant que je ne soupçonnerais rien. En lisant ses propres pensées, elle se demande si elle pourra aller jusqu'au bout.
Ce qui s'est passé dans son bureau était spontané mais ce voyage serait planifié. Elle pourrait refuser et couvrir les dépenses d'Anthony mais elle ressent déjà de l'excitation à cette idée. J'ai terminé le 7e journal de Glenda, méditant sur tout ce que j'avais lu au cours des 9 dernières heures. J'ai commencé à élaborer un plan pour les 3 prochains jours, convaincu que j'en avais fini avec notre mariage. Je n'étais pas certain de savoir comment formuler précisément ma demande à l'inspecteur privé au téléphone. Pouvez-vous fournir des preuves photographiques et me donner un devis? Ai-je demandé avec hésitation. L'inspecteur, John Piersill, semblait imperturbable. Le Sheraton, nous pouvons gérer ça. Est-ce en cours? Quel est le délai? Je me suis installé et j'ai expliqué la situation. Ma femme est actuellement là-bas jusqu'à samedi matin. Elle est dans la chambre 412 et l'homme avec qui elle était dans la 414 chambre contiguë. Ils étaient là aussi la nuit dernière mais je n'ai décidé d'agir que ce matin. Elle assiste à des séminaires et il l'accompagne. Je me demandais si John saisirait la subtile ironie dans mes paroles. John a ri en connaissance de cause. Compris. Maintenant, j'ai besoin de plus de détails sur vos préférences en matière de surveillance. Tout d'abord, pouvez-vous me donner leur nom et description? J'ai décrit Glenda et proposé d'envoyer une photo si nécessaire. J'avais trouvé Piersill Investigation en ligne mais je préférais une conversation directe. J'ai également fourni le nom complet d'Anthony et une description vague que j'avais reconstituée à partir du journal de Glenda. C'est simple, Monsieur Dunn, m'a assuré John. Nous pouvons installer des caméras dans leur chambre cet après-midi et les y laisser jusqu'après le départ du week-end. L'installation est rapide et nous avons accès aux chambres à un tarif fixe par entrée. Si vous avez seulement besoin de preuves photographiques et pas d'une surveillance continue, le coût est de $800. Ne serait-il pas moins cher d'utiliser une seule caméra? Ai-je demandé. J'ai juste besoin de confirmation qu'ils étaient ensemble. Je préfère vérifier ce soir et recevoir les photos de demain soir si l'on passait la nuit. Nous aurons besoin de caméras dans les 2 chambres car nous ne savons pas laquelle ils utiliseront, a expliqué patiemment John. Notre coût couvre du matériel de qualité et des frais d'accès. Engager un ouvrier pour 2 entrées, l'installation et le retrait ajoutent $100. Excusez-moi, je débute dans ce domaine, ai-je dit, me sentant un peu dépassé. Je paierai d'avance par carte de crédit sur votre site web. Parfait, remplissez le formulaire en indiquant le numéro de dossier 1372A. Une fois payé, j'installerai les caméras et vous enverrai un DVD des images. Veuillez fournir votre nom et votre adresse pour la livraison. J'ai trouvé le processus simple mais recevoir le DVD par courrier n'était pas pratique. Pourriez-vous conserver le DVD en attendant que je vous contacte? En ce moment, j'ai juste besoin de photos montrant qu'ils sont ensemble. Rien d'explicite, juste des preuves de l'infidélité. Compris, Monsieur Dunn, je vais capturer des images de la vidéo. J'ai donné mon numéro de téléphone et effectué le paiement par carte de crédit pendant l'appel. John a confirmé le paiement et a dit qu'il commencerait l'installation de la caméra immédiatement. Avec l'arrangement réglé, j'ai finalement cédé à mon manque de sommeil. Après une sieste et un repas rapide, j'ai repris la lecture des journaux de Glenda, progressant rapidement sans relire ni trop réfléchir. En terminant le premier volume, Glenda a appelé peu avant 22 heures. La conversation était étonnamment facile, nous cachant mutuellement nos secrets respectifs. Je me demandais si c'était aussi facile pour elle de dissimuler ses intentions que pour moi. Avec mes plans en place, j'ai trouvé facile de continuer. Pourtant, je me demandais si je retrouverais un jour un sentiment de normalité. Avant de plonger dans le 2e volume, j'ai revérifié mes arrangements. Le vendredi comportait des tâches supplémentaires, dont une visite à la banque pour régler les finances. J'avais déjà démissionné de chez Anderson Electric, attendant mon dernier salaire. Il était bien après 1h du matin lorsque j'ai terminé le 2e volume, prenant plus de temps que prévu car les pensées de Glenda et Anthony persistaient dans mon esprit. Ma fatigue pesait lourdement, me poussant à me reposer sur le canapé. Étonnamment, je me suis assoupi et me suis réveillé à 7h du matin en me sentant rafraîchi. Après un petit déjeuner rapide, j'ai repris ma lecture,
commençant le 3e volume à nouveau. À midi, j'avais terminé les 3e et 4e volumes, mettant de côté les journaux pour m'attaquer à ma liste de choses à faire. Ma première étape a été chez Anderson Electric pour récupérer mon dernier salaire et vider mon casier. Le propriétaire Gus Anderson a essayé de me convaincre de rester, mais comprenant ma situation, il m'a fait finalement ses adieux, espérant que je reviendrai un jour. À la banque, les formalités m'ont retardé, mais j'ai finalement quitté l'établissement avec un sac contenant plus de 20 000 $ retirés de nos comptes communs et de mes comptes personnels. Bien que j'espérais davantage, je ne pouvais accéder qu'aux fonds immédiats sans la signature de Glenda. En rentrant chez moi vers 16 heures, j'ai vérifié le répondeur et trouvé un message des investigations. Me rassemblant, j'ai composé le numéro direct de John Persall en retenant mon souffle. Ici John Persall. Comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Patrick Dunn. Avez-vous pu installer les caméras et avez-vous des résultats? Ai-je demandé nerveusement. Oui, monsieur Dunn. Nous avons installé les caméras dans les 2 pièces hier après-midi et obtenu les résultats aujourd'hui. Les 2 pièces étaient vides pendant l'opération, donc c'était rapide. J'ai marqué une pause avant de poser la question que je redoutais. Y a-t-il eu quelque chose de significatif sur les images? Les paroles de John m'ont frappé comme un coup au ventre. Eh bien, Patrick, c'est difficile à dire, mais vos soupçons sont confirmés. Ils ont passé la nuit ensemble dans la chambre de votre femme et ont eu des activités charnelles à plusieurs reprises. J'ai transféré la vidéo sur DVD, et si vous les voulez toujours, je peux vous envoyer 3 images par email comme vous l'avez demandé. Des larmes ont jailli de mes yeux, me surprenant. Malgré ce que j'avais lu dans les journaux intimes de Glenda, avoir une preuve visuelle rendait la situation indéniablement réelle. Oui, s'il vous plaît envoyez les photos. Merci, monsieur Persall. Si tout est réglé financièrement, je considère notre affaire comme conclue, et je réussis à dire, essayant de garder ma voix stable. Oui, votre paiement règle entièrement la facture. Vous sentez-vous bien? Votre voix semble différente aujourd'hui. Les situations comme celle-ci apportent souvent une douleur émotionnelle. Je m'inquiète, a remarqué John avec une pointe d'inquiétude. Je vais bien, merci. Je vous contacterai si j'ai besoin de quelque chose d'autre, ai-je répondu, mes émotions sous contrôle, mais avec une pointe de préoccupation que je ne pouvais pas entièrement dissimuler. John a offert quelques conseils finaux. Votre avocat peut avoir besoin d'une copie du DVD à moins que vous ne poursuiviez d'autres motifs que l'infidélité pour le divorce. Nous le conserverons pendant 1 an ou jusqu'à ce que nous recevions d'autres instructions. De nombreux clients trouvent la thérapie bénéfique dans de telles circonstances. Bien que ce ne soit pas mon domaine d'expertise, un thérapeute bienveillant peut faire une différence significative. Merci pour votre assistance, monsieur Persall. J'ai un plan pour faire face à cela. J'apprécie votre professionnalisme, dis-je précipitamment, mettant fin à l'appel avant qu'une autre discussion ne puisse avoir lieu. Avec une expression stoïque, je restai assis à la table de la cuisine jusqu'à ce que le son d'un email entrant attira mon attention. Silencieusement, j'entrai dans la pièce abritant l'ordinateur et consultai l'email de Persall Investigation. J'examinai chacune des 3 photos jointes, les envoyant rapidement à l'imprimante chargée de papier photo 8 par 10. En quelques instants, des preuves tangibles de l'infidélité de Glenda se matérialisèrent entre mes mains. Aucune des photos ne montrait d'actes explicites, mais celle les montrant allongés ensemble sous un drap me dérangea le plus. Cela marqua un tournant pour moi émotionnellement. Après un dernier examen des photos, je les plaçai dans une enveloppe brune sur la table de la cuisine. Revenant à ma chaise, je repris la lecture du 5e journal. Juste avant minuit, je conclus les 2 derniers volumes des journaux de Glenda. Réfléchissant au contenu, je réalisai à quel point Glenda avait adhéré étroitement à mes perceptions d'elle. Bien qu'il y ait eu peu de surprises, les journaux révélaient de nombreuses idées sur notre passé, éclairant des aspects de notre relation que je n'avais jamais explorés. J'ai découvert que Glenda luttait contre l'insécurité plus que je ne le pensais, comme en témoignaient ses entrées dans son journal. Cependant, son amour profond pour moi me laissait perplexe, rendant ses actions avec Anthony encore plus déconcertantes.
La seule révélation était que leur rencontre initiale lors d'une fête d'anniversaire n'était pas fortuite. Glenda avait orchestré la rencontre, exprimant son excitation à l'idée de renouer avec lui. Absorbé par la lecture des 2 volumes, je réalisai ensuite que Glenda n'avait pas appelé et que j'avais faim. Alors que je préparais un sandwich et une boisson, les pensées sur les interactions entre Glenda et Anthony me consumaient. Ces pensées, combinées à ma décision, ont alimenté mon agitation cette nuit-là. Que ce soit à cause du repas ou des images vives d'eux qui persistaient dans mon esprit, je ne pouvais pas fermer les yeux sans les voir. À 7 heures du matin, j'ai abandonné ma tentative de repos et me suis levé pour commencer ma journée minutieusement planifiée. Avec un agenda chargé devant moi, j'ai opté pour un départ matinal. À 8h30, j'ai appelé mon unique proche parent survivant, mon frère Samuel. Bien que nous ne soyons pas brouillés, nos interactions étaient rares, se limitant généralement à des rassemblements familiaux obligatoires. Juste 2 semaines plus tôt, Samuel, sa femme Mary et leurs enfants, Sam et Brenda, étaient venus nous rendre visite. J'ai senti la surprise de Samuel face à ma visite matinale inattendue, mais je l'ai trouvé, lui et sa famille, disponibles. En m'occupant jusqu'à un peu après 10 heures, je suis finalement arrivé chez eux. Connaissant l'enthousiasme des enfants à reprendre leurs activités, je les ai rassemblés dans la cuisine. Pendant que Mary préparait du café frais, Samuel et moi nous sommes assis à la table. En me remémorant leur récente réunion de Noël, je me suis souvenu du prochain voyage en famille à Disneyland pendant les vacances de printemps. Enchanté par la surprise, j'ai offert à chaque enfant un billet de $100 tout neuf, suscitant des expressions de gratitude et des étreintes chaleureuses. « Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça, Patrick, » remarqua Samuel, mais c'était gentil de les voir si heureux. « Comment vas-tu? As-tu touché le gros lot à la loterie? » J'ai esquissé un léger sourire. Pas de chance de ce côté-là. Ma fortune n'est pas de quoi se vanter. J'avais juste envie d'être généreux. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine avec du café, engagés dans une conversation décontractée. Mary intervint. « Je suppose que je peux éviter de tourner autour du pot concernant tes grands projets avec Glenda. Elle m'a parlé de ton désir de fonder une famille. Je sais que tu embrasseras la parentalité autant que nous le faisons. » J'ai marqué une pause avant de répondre. « Elle t'a partagé ça, hein? Les femmes ne semblent pas garder grand-chose pour elles. » Avant que Mary ne puisse intervenir, j'ai recentré la discussion en demandant à Samuel comment se passait son travail en tant que gérant de restaurant. Après que nos tasses de café furent vides, je me suis levé pour partir. Au cas où je ne te reverrai pas avant Noël, prends soin de toi. J'ai rapidement serré la main de Samuel et donné à Mary une brève étreinte. Je penserai à vous. Sur ces mots, je me suis éloigné, échangeant des adieux alors que j'atteignais ma voiture. Histoire de Glenda. Je suis rentré chez moi juste avant 6 heures du soir, remarquant l'absence de Patrick en entrant par la cuisine. J'avais répété notre retrouvaille mais me suis retrouvé déconcerté par son absence. Cependant, j'ai vu cela comme une opportunité pour déballer et faire la lessive. Alors que je songeais à prendre une autre douche, j'ai passé devant la table de la cuisine et ai repéré une note maintenue par un salière signé par Patrick, expliquant son absence soudaine due au travail. Bien que légèrement déçu, la note m'a permis de poursuivre mes projets. Ensuite, je suis monté à l'étage, optant pour un bain relaxant au lieu d'une douche. En ramassant le linge, j'ai repéré mon journal sur la commode. Je me suis souvenu avoir laissé mon journal dans mon sac d'urgence et l'ai récupéré, soulagé de le trouver intact. Ayant initialement prévu de le mettre à jour pendant mon voyage, je l'avais oublié jusqu'à ce que Patrick me rappelle son emplacement. Le retrouvant là où je l'avais laissé, j'ai décidé de le mettre à jour tout en faisant la lessive. Pendant que mes vêtements lavaient, j'ai préparé un repas rapide et essayé d'appeler Patrick, réalisant ensuite que son téléphone était dans le panier en osier. Je l'ai récupéré et ai soupiré, réalisant que ma question rhétorique resterait sans réponse. Revenant à la table, j'ai déverrouillé mon journal intime avec une clé de mon portefeuille et commencé à écrire sur la première page vierge. J'ai consigné les 4 jours mouvementés qui venaient de se terminer,
même si certaines parties étaient désagréables. J'ai décrit le fait de récupérer Anthony et son comportement enthousiaste, ainsi que les avances qu'il a faites pendant le trajet et qui m'ont dérangé jusqu'à ce que je le prévienne que nous pourrions être vus. Je me suis senti plus détendu à mesure que nous nous éloignions de la ville. Au centre commercial, Anthony s'est précipité pour me rejoindre chez Victoria's Secret, me suggérant des articles que j'ai fini par acheter. J'ai porté un ensemble pour lui mercredi soir, mais l'ai jeté avant de quitter le magasin. J'ai décidé de jeter les autres ensembles aussi, ne voulant pas de rappel de mon séjour au Sheraton. Je ne pouvais pas effacer les souvenirs, mais j'ai résolu d'essayer d'avancer. J'ai raconté être au lit avec Anthony mercredi soir et avoir réalisé la grande différence entre le désir physique et l'amour véritable. J'ai mis fin à notre relation, mais il l'a mal pris. Malgré mes tentatives d'éviter les conflits, il s'est mis en colère. Nous avons convenu de dormir là-dessus, mais j'ai déjà commencé à réfléchir à comment me réconcilier avec Patrick. Vendredi matin, Anthony a ignoré mon refus et a persisté. J'ai verrouillé la porte communicante entre nos chambres, mais il a pris rendez-vous avec une autre personne ce soir-là. Le voir avec une autre femme m'a fait réaliser qu'il profitait des femmes vulnérables comme moi. Ce fut un soulagement de ne pas me disputer avec lui, mais je me sentais honteuse d'être tombée dans son piège. Je redoutais le trajet du retour avec Anthony, mais cela s'est étonnamment bien passé. Le voir tel qu'il était réellement m'a donné le contrôle sur notre interaction. Il s'est comporté décemment et a accepté ma décision de mettre fin à notre relation. En conduisant, j'ai décidé de suivre une thérapie pour comprendre et surmonter ma vulnérabilité envers lui. Je suis déterminé à ne jamais trahir Patrick à nouveau. Je me suis également engagé à me réconcilier avec lui, même s'il n'apprend jamais la vérité. De plus, j'ai décidé d'arrêter la contraception et d'envisager la possibilité d'avoir des enfants. Après avoir terminé mon long journal, j'ai utilisé le stylo comme marque-page, laissé le livre sur la table et suis monté à l'étage pour préparer un bain. J'ai apporté le téléphone sans fil au cas où Patrick appellerait. J'ai rempli la baignoire, ajouté de l'huile de bain, allumé des bougies et me suis glissé dans l'eau chaude. Alors que je me détendais les yeux fermés, j'ai failli m'endormir. Sentant que j'étais observé, j'ai jeté un coup d'œil prudent autour de moi mais n'ai vu personne dans la chambre. J'ai repris ma relaxation et réfléchi à comment arranger les choses avec Patrick après mon implication mal avisée avec Anthony. 1 heure plus tard, me sentant revigoré, je suis retourné à la cuisine. Après avoir transféré le linge dans le sèche-linge, je suis retourné à la table pour relire mon journal. Momentanément perplexe par l'absence du stylo, je me suis souvenu l'avoir laissé là, puis je l'ai repéré sur la table de la cuisine près du panier en osier. Je l'ai récupéré et ouvert mon journal intime pour le relire une fois de plus. Le dimanche matin, je me suis levé me sentant revigoré et impatiente d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Après avoir consacré la matinée au ménage, je me suis douché et enfilé une tenue que je savais que Patrick admirait. En milieu d'après-midi, j'étais assise à la table de la cuisine, savourant un café pendant qu'un rôti cuisait dans le four. Un coup à la porte latérale a interrompu ma tranquillité. Ma surprise s'est transformée en alarme en voyant 2 hommes costauds dehors, un policier en uniforme avec la main sur son pistolet, et un homme plus âgé en costume tenant une carte de police. L'homme en costume s'est présenté comme le détective Rankin et son partenaire comme l'agent Reynolds du département de police de Springfield. Il cherchait Patrick. Mon visage s'est détendu de soulagement alors que je leur assurais que Patrick était au travail. Je leur ai proposé mon aide. Après s'être échangé des regards, le détective Rankin a suggéré que nous entrions à l'intérieur pour échapper au froid. Je les ai accueillis et les ai conduits à la cuisine, puis j'ai demandé pourquoi ils cherchaient Patrick, craignant qu'il ne soit blessé. Le détective Rankin m'a assuré que Patrick allait bien autant qu'il savait. Ils avaient juste besoin de lui parler au sujet d'une affaire. Lorsqu'il m'a demandé si j'étais certaine que Patrick était au travail, j'ai récupéré la note que Patrick avait laissée et l'ai remise au détective comme preuve. L'agent Reynolds s'est positionné au comptoir, surveillant l'entrée arrière, ses mains reposant sur son arme.
Le détective Rankin a demandé à garder la note et l'a placée dans sa serviette après que j'ai accepté. J'ai demandé nerveusement pourquoi la police voulait parler à Patrick, car il n'avait jamais eu de problème. Le détective a révélé qu'ils avaient reçu un appel pour homicide ce matin-là, retracé jusqu'au téléphone portable de Patrick. Il travaillait pour déterminer où il se trouvait à ce moment-là. Le soulagement m'a submergé. J'ai expliqué qu'il devait y avoir une erreur, car j'avais essayé d'appeler Patrick la veille mais j'avais trouvé son téléphone portable à la maison. J'ai montré le panier en osier sur la table de la cuisine. Le détective avait l'air sceptique et a demandé à vérifier le panier. Il l'a examiné brièvement, l'a soulevé, puis est revenu à la table en déclarant qu'il ne voyait aucun téléphone portable. Il a demandé si je m'étais trompé sur le timing. J'ai été choqué de trouver le panier vide. J'ai cherché autour de moi, incrédule, frustré et préoccupé en regardant de l'officier au détective. J'ai insisté sur le fait que le téléphone était là quand j'avais essayé d'appeler Patrick. Le détective a noté qu'il ne pouvait pas expliquer la disparition du téléphone, mais que l'appel au meurtre avait effectivement été passé depuis ce téléphone. Il a ensuite demandé si Patrick connaissait Anthony Romano. J'ai été surprise d'entendre le nom d'Anthony, mon visage pâlissant brièvement. J'ai précisé que je connaissais Anthony, car il avait été mon assistant le semestre dernier, mais que Patrick ne le connaissait pas. Après avoir échangé des regards avec son partenaire, le détective a insisté, demandant si j'étais absolument sûr que Patrick n'avait aucune raison de ne pas aimer Anthony. Ma panique a augmenté alors que je répétais que Patrick ne l'avait jamais rencontré. Le détective a pris plus de notes avant de déclarer que Patrick connaissait apparemment assez bien Anthony pour le déclarer mort. Choqué, je me suis assise à la table et ai exclamé que j'avais ramené Anthony chez moi la veille vers 17h30. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait être mort. Le détective Rankin s'est assis en face de moi et a demandé des informations sur ma relation avec Anthony et s'il pouvait y avoir un motif pour l'implication de Patrick. J'ai pâli à ces paroles. Après avoir repris mon calme, j'ai déclaré qu'Anthony était juste un lycéen et que ni lui ni Patrick n'auraient de raison de lui faire du mal, bien que mon ton manquait de conviction. Le détective m'a laissé mariner dans le silence pendant près d'une demi-minute avant de reprendre la parole. Il a décrit son arrivée à l'adresse fournie par Patrick et la découverte de preuves d'une attaque contre Anthony lorsqu'il est entré chez lui, un sac de voyage et des empreintes de pas indiquant une lutte dans le couloir, des signes montrant qu'Anthony avait perdu l'altercation et avait été traîné jusqu'à la cuisine, puis attaché à une chaise avec des sangles électriques en nylon. J'ai commencé à pleurer doucement pendant que le détective continuait. Anthony avait été touché à la jambe gauche, probablement touchant une artère principale compte tenu de la perte de sang, avant d'être traîné jusqu'à la cuisine. Le médecin légiste a estimé qu'il était mort entre 18h et 20h des suites de multiples coups et d'un dernier tir à la tête. Un tir post-mortem dans l'aine avait également été tiré. J'ai interrompu en disant que Patrick ne pourrait jamais commettre un tel acte, mes larmes laissant place à la colère. Le détective a consulté ses notes et a révélé que les archives de l'État montraient que Patrick possédait un pistolet semi-automatique de calibre 25. Une des balles retrouvées correspondait à ce calibre, l'associant provisoirement au pistolet de Patrick. Le détective Rankin a produit 3 photocopies trouvées sur la scène de crime, positionnées près d'Anthony de manière à suggérer qu'il les avait vues avant de mourir, avec des éclaboussures de sang confirmant leur présence lors du tir fatal. Il a affirmé que je n'avais pas été entièrement honnête sur ma relation avec Anthony ou l'implication de Patrick avec lui. J'ai pris les photocopies, mon expression passant de la surprise à la stupeur en les examinant. La réalisation m'a frappé et j'ai commencé à sangloter de façon incontrôlable, insistant sur le fait que Patrick ne pouvait pas savoir. Juste au moment où le détective s'apprêtait à donner plus de détails sur la scène de crime, son téléphone portable a sonné. Pendant les 3 minutes de l'appel, il est resté principalement silencieux, prenant des notes. Pendant ce temps, mes pleurs se sont calmés, me laissant silencieuse, le visage entre les mains, les larmes coulant. Après avoir terminé ses notes, le détective m'a informé que l'appel de Patrick avait été localisé à Windsor, en Ontario.
Les autorités là-bas avaient retrouvé son téléphone portable dans un sac avec ses cartes de crédit et son pistolet enregistré, jeté dans une poubelle du parking d'un Walmart. Patrick et son véhicule n'ont pas été repérés, mais des plaques correspondant à sa voiture ont également été retrouvées dans la poubelle. Ils ont soupçonné qu'il avait échangé les plaques pour se fondre dans la circulation de l'Ontario. La nouvelle n'a pas réussi à me consoler. Je suis restée assise, pleurant inconsolablement. Après m'avoir observé quelques minutes, le détective a récupéré une autre photocopie représentant une petite clé en laiton et m'a demandé si je la reconnaissais. J'ai examiné l'image et ai rapidement sorti mon sac à main, en sortant une clé correspondante de mon portefeuille. À ce moment-là, j'ai perdu le contrôle, m'effondrant sur ma chaise. Je n'ai pu prononcer que les mots « journal intime » et « Patrick ». Les deux hommes sont restés avec moi pendant près de 15 minutes, attendant que je reprenne mes esprits. Finalement, ils m'ont persuadé d'appeler quelqu'un pour obtenir du soutien. Une fois que je leur ai assuré que ma sœur arriverait rapidement, ils sont partis. Épilogue. Cela fait 5 ans depuis ce jour fatidique où les détectives Rankin et Reynolds ont frappé à ma porte avec des nouvelles qui ont bouleversé mon monde. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à Patrick et Anthony et à cette terrible semaine qui a tout changé. Patrick a réussi à échapper à la capture et reste un fugitif à ce jour. Pendant la première année, j'ai gardé espoir que ce n'était qu'un malentendu, que Patrick rentrerait à la maison et laverait son nom. Mais le temps a passé sans nouvelles de lui, j'ai dû accepter la terrible vérité de ses actes. L'homme que j'aimais et avec qui j'avais construit une vie était capable d'un acte de violence monstrueux. La révélation m'a profondément secoué. En fouillant dans les affaires de Patrick, j'ai trouvé les photos qu'il avait découvertes de moi et d'Anthony. Il a dû engager un détective privé pour me suivre. La profondeur de sa colère et de sa trahison me glace encore. Savoir à quel point j'ai probablement été proche de devenir sa prochaine victime me hante encore aujourd'hui. Je fais des cauchemars où il apparaît, incapable de m'échapper, mon destin entre ses mains. La thérapie a été essentielle pour m'aider à surmonter mon chagrin, ma culpabilité et mon traumatisme. Cela a été un long voyage de recherche intérieure et de pardon envers moi-même. Avec le temps et beaucoup de travail, je guéris et je reconstruis ma vie. J'ai appris à accepter que je ne suis pas responsable des actions de Patrick, même si mon aventure en a été le catalyseur. Dire la vérité à ma famille a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Leur amour et leur soutien ont tout signifié, même si certaines relations portent encore une tension. Chaque jour, je m'efforce de prouver à travers mes actes à quel point je regrette profondément mes erreurs et je m'engage à être une meilleure personne. Il y a 5 ans, j'étais prête à abandonner la vie. Maintenant, j'apprends lentement à l'embrasser à nouveau, changée à jamais mais déterminée à ne pas laisser mon passé me définir. Je suis de retour à mon travail d'enseignante, me concentrant sur mes élèves. Certains jours, leur énergie et leur potentiel sont ce qui me fait avancer. Les rencontres amoureuses semblent toujours hors de question. Mon thérapeute dit que je pourrais ne jamais me sentir en sécurité dans une relation à nouveau et c'est bien ainsi. Je construis une vie épanouie par moi-même, avec des amis, de la famille et un travail significatif. Je réalise que je n'ai pas besoin d'un homme pour être entière. Pas un jour ne passe sans que je porte le poids de ce qui s'est passé. La culpabilité, la peine, la peur, les questions sans réponse. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais je suis une survivante, devenant plus forte chaque jour, déterminée à mener une vie pleine de sens. Pour Anthony, pour Patrick et pour moi-même. Pour honorer ceux que j'ai perdus et trahis avec ma façon de vivre maintenant. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il m'arrive encore de regarder par-dessus mon épaule, me demandant si aujourd'hui est le jour où Patrick refait surface pour achever ce qu'il a commencé. Mais j'apprends à me concentrer davantage sur l'avenir que sur le passé. Personne ne peut prédire l'avenir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux avec chaque nouveau jour qui nous est donné. Quoi qu'il arrive, je le ferai en tant que femme que je suis maintenant. Meurtrie, mais forte. Imparfaite, mais toujours en évolution. Fracturée, mais jamais brisée.